Bonjour à tous et bienvenue sur la revue auto pour un nouvel essai avec cette fois-ci le nouvel Audi Q3. Mais avant de démarrer la vidéo, vous connaissez l'exercice, je vous remercie déjà d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous demanderai juste un petit like, un petit share et surtout de follow la chaîne pour suivre les nouvelles aventures de Benoît, moi-même, Daniel et les autres. Et on vous remercie en tout cas de tout cœur pour votre soutien jusqu'alors. Allez, on passe à l'essai. Le nouvel Audi Q3, c'est quoi exactement? Et bien tout simplement, c'est un des best-sellers de la marque Osano, étant donné que ce modèle-là, par exemple, en France, il s'en est écouté plus de 100 000 exemplaires, et dans le monde, plus de 2 millions. Autant dire que renouveler un tel modèle pour la marque, c'est un sacré défi, et on va voir si elle y arrive, en tout cas. Ça commence par quoi cette nouvelle génération? Déjà par les proportions qui grandissent un tout petit peu. Pas plus que ça par rapport à la génération précédente, mais néanmoins assez constante pour être notée. Et surtout, ce qui va vous sauter aux yeux, pour cette nouvelle génération, c'est une nouvelle face avant, revue intégralement. Vous avez la nouvelle signature lumineuse avec ses feux très effilés et à double étage du coup, avec les vrais phares qui sont incorporés en dessous. Et en même temps, cette nouvelle calandre single frame, toujours aussi grande. En bas de pare-choc, vous retrouverez du coup une deuxième partie aérée en tout cas, et agrémentée d'aluminium, en tout cas d'une couleur aluminium, pour lui donner un petit côté un peu plus sportif, étant donné que nous sommes sur une version S-Line sur ce modèle d'essai. De profil, on voit en tout cas que le Q3 a quand même sacrément évolué. Mine de rien, la silhouette globale a évolué, elle ne ressemble plus à rien en fait par rapport à la génération précédente. Et ça se voit au premier coup d'œil, notamment parce que vous voyez en même temps la signature lumineuse effilée qui vient directement sur le profil. Vous remarquez aussi qu'il y a un hybride avec une trappe de recharge sur le côté gauche du véhicule. Et surtout, quand vous regardez un peu la signature lumineuse à l'arrière, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Pour ce qui est de l'arrière, l'arrière évolue également, au même titre que la face avant. La signature lumineuse, elle évolue puisque dorénavant elle est composée de deux parties. Vous avez une partie haute avec des feux très effilés, très fins et qui viennent directement sur les flancs du véhicule. Vous avez un bandeau lumineux qui parcourt l'intégralité du haillon et des ailes arrière. Et en même temps, vous avez une deuxième partie qui vient en dessous, s'incrémenter en dessous. Vous avez par la suite, tout en bas de pare-choc, un diffuseur classique, mais en même temps une sorte d'effet stylistique qui vient agrandir le bas de pare-choc en l'entourant du coup d'une couleur aluminium. A noter aussi que cette nouvelle génération d'Audi Q3 ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire qu'elle est déclinée en deux silhouettes. Vous avez la silhouette traditionnelle dite SUV, à savoir celle du modèle d'essai, et en même temps vous avez une silhouette dite fastback coupée qui est également disponible au catalogue. Les deux silhouettes partagent exactement les mêmes motorisations, ainsi que les mêmes contenances de coffre et les mêmes fonctionnalités. Bon, je vous avoue de vous à moi que j'aimais bien les styles des précédents Audi Q3. Là, j'avoue, sur cette nouvelle génération, j'ai un petit peu de mal à comprendre un peu pourquoi on est allé chercher un tel style. Surtout au niveau en fait des feux à l'avant, où l'empilement à la verticale donne quelque chose d'un peu bizarre par rapport à la calandre en fait qui est assez étirée à l'horizontale. Donc ça, c'est un effet de contraste qui est assez perturbant. Peut-être qu'on s'y fera avec le temps, mais toujours est-il que là, de prime abord, je suis un petit peu échaudé. Maintenant, c'est vous le juge. Donc je vous laisse me dire en commentaire éventuellement si vous aimez ou pas ce nouveau style, ce que vous en pensez, ou limite si vous préférez le nouveau style à venir qui a été introduit avec le dernier récent concept car Audi C. Mais avec autant de changements à l'extérieur, est-ce que la marque s'est risquée du coup à prendre autant de risques pour l'intérieur? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir du coup. Tada! Nous voilà à l'intérieur du nouvel Audi Q3. Je vous fais d'abord le petit tour du propriétaire. Vous m'excuserez pour l'éclairage, mais il y avait très peu de lumière. J'ai utilisé mon éclairage additionnel. C'est pas forcément des plus esthétiques, mais en tout cas c'est rudement pratique pour vous détailler le nouveau tableau de bord. Donc déjà, sur ce nouveau tableau de bord, qu'est-ce qu'il faut noter? Tout simplement que vous avez aujourd'hui deux grands écrans à disposition dans une ligne continue et en même temps incurvé vers le conducteur, ce qui est plutôt agréable à regarder et à utiliser également. Deuxièmement, vous avez aussi un nouveau volant. Alors le nouveau volant
Il conserve en tout cas une silhouette un peu traditionnelle. Vous retrouvez en même temps des boutons pseudo-tactiles sur le volant, ce qui peut être un peu agaçant à la longue, mais j'y reviendrai un peu plus tard sur les essais routiers. Et surtout, là où la marque en tout cas a souhaité réinventer, on va dire, une partie des fonctionnalités du cockpit, et ben, c'est en introduisant en fait une nouvelle manière d'intégrer à la fois les commandes d'essuie-glace, les commandes de boîte, les commandes de phare sur une sorte de lame qui parcourt du coup tout l'arrière du volant. À manipuler, ça donne quoi? Et ben, c'est assez déconcertant au départ, dans le sens où vous n'êtes pas habitué justement à une telle position. Néanmoins, avec le recul et en même temps avec les heures passées à son volant, ça finit par tomber plutôt bien dans la main. Je vous le détaille au moment de me filmer durant le roulage du véhicule. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que vous avez un affichage tête haute, ce qui est ici, je ne sais pas si on le voit, mais en tout cas, sachez qu'il y en a un. Il récupère à la fois les infos de vitesse et les infos du GPS quand celui-ci est activé. Vous retrouvez du coup le Digital Cockpit, donc vous avez la possibilité de configurer à loisir l'affichage des compteurs. Pour ce qui est de la partie GPS, je vous le détaillerai un petit peu plus tard en roulant. Néanmoins, c'est de bonne qualité, c'est de bonne facture. En parlant de qualité, d'ailleurs, il est à noter en fait que la marque a perdu un petit peu de sa superbe par rapport aux années précédentes. Il faut quand même le souligner. Mais pour le coup, elle a essayé de faire quelques efforts, en tout cas, puisqu'on note des matériaux qui sont plutôt de bonne facture, notamment ici. Là, éventuellement, vous avez un aspect un peu bois qui est pas si mal que ça à l'œil et en même temps au toucher. Néanmoins, vous avez encore quelques plastiques qui sont durs, en fait, notamment en bas de console et également au niveau des contreportes, ce qui est un peu dommage. Alors, plus sur cette partie-là, pardon. Là, c'est quali, là, c'est quali, là, c'est quali aussi. Tout ce qui est là, c'est quali, mais en revanche, le haut et le bas, c'est pas forcément qualitatif. Alors, vous allez me dire, Fabien, t'es mignon, mais tu fais peut-être un pataquès pour pas grand-chose, mais il faut savoir en fait que auparavant, quand vous rentriez à bord d'une Audi, il y a quelques années de ça, c'était le mot irréprochable en fait, vous venez à l'esprit directement en voyant la qualité en fait des matériaux et des assemblages. Aujourd'hui, je vais vous dire à peu près une dizaine d'années après, du coup on n'est plus sur le même constat, on est sur un constat où c'est pas mal, mais en comparaison en fait de la concurrence, notamment chez Mercedes qui met le paquet sur la qualité des matériaux, je vous renvoie d'ailleurs à mon essai de la nouvelle Mercedes CLA, et il faut savoir en fait que là, cet Audi Q3, il est quand même un peu en deçà de tout ça, ce qui est dommage. La marque aurait mérité en tout cas de remettre un petit peu plus de qualité sur ces matériaux-là. À savoir, au niveau de la position, vous êtes bien installé, vous avez une rétrovision qui est plutôt correcte par rapport à la silhouette du véhicule. À noter à mon avis que sur la silhouette fastback, ça risque d'être un petit peu plus restreint. Mais en tout cas sur la partie SUV, sur la silhouette SUV, ça reste largement appréhendable au quotidien. Et je vous vois venir, c'est bien beau de détailler l'avant, mais ce serait bien de détailler l'arrière. Et écoutez, c'est parti, on y va. Allez, on passe à l'arrière. Et écoutez, ça m'a l'air pas si mal que ça. De prime abord, en tout cas, il y a de l'espace. Et c'est même plus que de prime abord, parce que, mine de rien, quand on rentre dedans, il y a de la place. Il y a de la place au niveau des genoux. Et ça, c'est très bien pensé de la part de la marque, car ils ont creusé, en fait, les assises de devant pour récupérer un peu de place. Vous avez une cave au pied qui permet, en tout cas, d'y loger les pieds sans difficulté. Là, franchement, pour les longs trajets, c'est tout bénef pour les passagers à l'arrière. Et surtout, vous avez une banquette qui peut coulisser. Alors, elle peut coulisser, c'est pas forcément à l'avantage, on va dire, du passager arrière, puisque là, au moment où je montais, elle était reculée au maximum. En revanche, c'est très bénéfique pour le volume de coffre. Et je vous y emmène d'ailleurs juste après. Pour ce qui est du volume de coffre, c'est pas compliqué. La marque a réussi un petit tour
qui est assez intéressant, à savoir d'avoir une contenance de coffre qui est identique entre la version SUV et la version Fastback, à savoir 488 litres pour les versions motorisation classique, donc mild hybride et non pas hybridation rechargeable. En revanche, vous perdez automatiquement du volume de coffre pour ce qui est de l'hybridation rechargeable, étant donné que ce volume chute à 375 litres. Néanmoins, comme je vous l'ai expliqué juste auparavant, vous pouvez ajuster la banquette de devant pour récupérer un peu de volume de coffre. Et si vous rabattez les sièges, ce volume, en tout cas, ira jusqu'à 1293 litres pour cette version hybride rechargeable et 1386 litres, en tout cas sur la version SUV, avec une motorisation classique, contre 1289 pour la version Fastback. Du coup, au niveau ajustement, c'est intéressant, mais ça nécessitera quelques efforts de votre part, étant donné que la tablette se situe assez basse par rapport au volume de coffre. Vous avez une trappe, un plancher qu'il est possible de bouger pour éventuellement, si vous n'avez pas de caisson basse ni de galette de secours, y loger les câbles électriques, sans quoi il faudra composer avec dans le coffre, et mine de rien, ils prennent une certaine place. Et à partir de là, je vous souhaite en fait bon courage pour essayer de caser des choses. Alors, il faut relativiser dans le sens où vous avez certes une marge de coffre qui est assez haute. Je vous dirais, sur ce type de SUV, vous n'allez pas forcément faire de miracle. Mais au moins, quand vous franchissez cette marche-là, vous êtes directement au niveau du coffre, ce qui est un effort en moins pour vous. Et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un aspect, en tout cas, qui est cubique à l'intérieur, ce qui fait que pour charger des gros volumes, c'est un peu plus pratique que d'avoir un intérieur, si vous voulez, qui est incurvé, où vous perdez fatalement du volume de chargement. Là, pour le coup, en retirant la tablette, il est quand même possible en fait de caser quelques meubles ou d'aller faire quelques courses avec pas mal de choses de chez Ikea, sans pour autant vous casser la tête à essayer de réagencer ça différemment. Nous voici à bord du coup du nouveau Audi Q3. Ça vaut quoi? Écoutez, je vous propose de partir direct et de le découvrir. Alors, déjà, à commencer, premier truc qui va pas vous choquer, mais en tout cas vous étonner, c'est qu'ils ont introduit en fait des nouvelles commandes au volant, comme je vous ai expliqué précédemment. Ce qui fait qu'au premier démarrage, vous n'avez plus du coup les anciens commodos assez proéminents pour enclencher le drive ou la marche arrière. C'est un premier changement, c'est intéressant en soi en fait à utiliser après quelques heures passées au volant de ce nouvel Audi Q3. C'est pas déplaisant, un peu perturbant au départ, mais on s'y fait très vite. Et en fait au toucher, si vous voulez, c'est plutôt intéressant, bien positionné et on arrive quand même à faire des choses avec. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est avec les commandes qui sont sur le côté gauche pour tout ce qui est essuie-glace, mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Ce que je peux vous dire déjà, après quelques heures passées du coup au volant de ce nouveau SUV de la marque Ozano, la première chose c'est qu'on est sur une motorisation hybride rechargeable. Celle-ci, elle développe en puissance cumulée du coup 272 chevaux, avec un 4 cylindres 1,5 litre de 150 chevaux et aidé du coup par un moteur électrique pour obtenir une puissance cumulée de 272 chevaux. Je vous incrusterai dans la vidéo en même temps les valeurs de puissance pour le couple ainsi que le 0 à 100, parce que là je vous avoue que je n'ai pas la fiche technique sous les yeux et je n'ai pas eu le temps de la voir. Mais néanmoins, étant donné la puissance cumulée, ça peut être intéressant. Il faut nuancer quand même peut-être avec le poids, où c'est là où ce sera un petit peu moins sympa si vous voulez, étant donné que finalement on parle quand même d'un SUV de gamme de segment moyen et en version hybride rechargeable, donc avec beaucoup de poids. Mais j'en reviens du coup à la conduite de ce Q3. Ce qu'il faut savoir déjà, premièrement, c'est que la direction, elle fait plaisir, puisqu'elle est quand même assez directive, elle est assez incisive.
pour peu en tout cas que vous essayez d'attaquer les virages, étant donné qu'on a eu tout le loisir d'essayer plein de virages, puisque nous nous situons dans la région de Florence, en Toscanie plus précisément, il y a énormément de virages. Et finalement le SUV se comporte quand même vraiment bien en fait dans les enchaînements de virages. Là-dessus, il y a zéro critique à faire. Les mouvements de caisse sont très bien contenus, d'autant que vous bénéficiez de la suspension adaptative sur ce modèle-là, en tout cas, qui elle lisse impérialement en fait toutes les imperfections sur la route, mais en même temps elle corrige très bien en fait l'assiette du SUV, surtout quand vous attaquez un peu plus dans les virages. Donc il y a très peu de mouvements de caisse qui sont générés, ce qui fait que ça renforce en même temps le confort de conduite. Vous n'avez pas l'impression d'être ballotté en fait à gauche à droite lorsque vous conduisez. L'autre truc qui est sympa, c'est le confort acoustique, évidemment. La marque, vous savez, Audi, c'est une marque premium, donc qui se veut en tout cas assez stricte, en tout cas, et sur les l'ambiance sonore et en même temps et surtout en fait la protection des occupants par rapport à tout ce qui est bruit environnement. Pour le coup en fait avec un vitrage qui a été renforcé, vous avez en tout cas quelque chose qui vous isole très bien des bruits de l'extérieur. Il faut souligner aussi en fait que la partie insonorisation du bloc moteur essence situé à l'avant, elle est très bonne aussi. Vous l'entendez quand même vrombir un petit peu si vous voulez, si vous écrasez le champignon, mais en soi en fait ce n'est pas gênant. De facto, il est très facile en tout cas de tenir une conversation à voix normale avec vos passagers, ce qui renforce du coup le côté très agréable au niveau de la conduite et très confortable évidemment. L'autre chose à savoir aussi sur ce SUV, une fois qu'on est à son volant, c'est que la position de conduite, après quelques kilomètres passés à son bord, elle est quand même bonne. Vous n'avez aucune difficulté à trouver celle qui vous conviendra en ayant la possibilité de régler à la fois le siège ou effectivement le volant, ce qui fait que vous n'avez aucun raté au niveau de la vision justement des compteurs comme du GPS à droite. Donc ça c'est un très bon point en tout cas pour cette nouvelle génération. À savoir d'ailleurs que cette génération récupère de nouveau le système de navigation dans les compteurs, puisqu'apparemment ça avait disparu sur la génération précédente. Ça reste très agréable visuellement, les informations en tout cas sont bien distillées, vous avez en même temps l'affichage tête haute qui vient en donner un petit peu plus, même si à mon sens pour du premium c'est un peu trop juste, il y a très peu d'informations qui sont données, ils auraient pu faire un effort là-dessus, là où la concurrence en tout cas elle essaye d'en envoyer un petit peu plus plein les yeux avec un affichage tête haute qui est plus fourni en informations et en même temps visuellement plus enrichissant. Autre chose à savoir aussi, c'est qu'au niveau des performances, si j'ai pas les chiffres en tête là, il faut savoir en fait qu'il se débrouille quand même très bien. Je mets une nuance, évidemment il se débrouille très bien avec la batterie pleine, puisque avec la batterie déchargée, c'est fatalement des kilos supplémentaires à traîner pour ce pauvre petit 4 cylindres de 1,5 litre de cylindrée. Donc quand tout est chargé, quand vous jouez réellement le jeu de l'hybridation électrique, et en fait le SUV est assez performant. En tout cas, les reprises se font vraiment très rapidement. Le train avant, il n'est pas trop débordé. Là, j'ai eu quelques petits cas de figure, mais c'est normal puisqu'il a plu en fait durant la journée, donc j'ai une route qui est un peu grasse par moment. Mais en dehors de ça, je n'ai pas remarqué, si vous voulez, de comportement anormal au niveau du passage de la puissance aux roues avant, puisque je rappelle que même si vous avez deux moteurs sur cette version-là, il s'agit avant tout d'une traction. Il y aura une version Quattro qui sera prévue pour 2026, mais ce sera uniquement avec la motorisation diesel, en sachant d'ailleurs, petit aparté au passage, que vous disposez de 3 motorisations au lancement de ce SUV. Vous avez un diesel 4 cylindres de 150 chevaux, vous avez un essence mild hybride, donc hybridation très légère de 150 chevaux, et vous avez du coup cette version hybride rechargeable de 272 chevaux, si je dis pas de bêtises, en puissance cumulée. J'en reviens du coup au niveau des performances de ce SUV. Si les accélérations sont vraiment très bonnes, en tout cas quand tout est chargé, pour le freinage, c'est là où je suis un petit peu plus mitigé, si vous voulez.
étant donné en fait que on va retrouver le même travers que l'on a sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, à savoir une pédale de frein qui est spongieuse, et du coup c'est assez désagréable comme sensation. Mais je vous avoue que sur celui-ci, là il a fallu vraiment aller chercher encore plus loin le freinage avant de sentir que quelque chose se passe, si vous voulez. Donc c'est un peu dommage. Ça veut dire qu'en conduite dynamique, il faudra quand même bien penser à anticiper. Vous allez me dire, avec du poids supplémentaire, c'est tout à fait normal, mais pour X ou Y raison, vous avez besoin d'accélérer et de refreiner derrière, il faudra quand même faire attention à ça. Néanmoins, si vous êtes sur une conduite normale au quotidien, dites-vous en tout cas que ce sera suffisant avec de l'anticipation. Ce SUV est avant tout destiné à la famille, il est avant tout destiné à pouvoir se mouvoir sans difficulté aussi bien en environnement urbain que extra-urbain. Voilà, c'était juste pour faire la parenthèse là-dessus. Gardez-le à l'esprit si jamais vous venez à l'essayer ou si vous venez à l'acheter. Autre chose aussi, il faut avouer en fait qu'au niveau des équipements qui sont embarqués, les deux écrans sont quand même très agréables à avoir sous les yeux et à consulter quand il y a besoin. C'est pas l'interface est quand même propre, plutôt fouillée, et ça distille en tout cas le bon nombre d'informations par rapport à ce qui est nécessaire d'afficher. J'en reviens aussi à ça, les commandes sur le volant donnent la possibilité en fait de switcher sur différentes vues sur les compteurs, ce qui est très bien. Le seul truc qui est moins bien, c'est qu'au niveau des commandes au volant, en fait, vous en avez une palanquée et c'est un peu dommage, d'autant qu'elles sont un peu sur du tactile, semi-tactile, ce qui fait que quand vous prenez le volant comme moi à ce niveau-là, au niveau médium, vous avez tendance à avoir les paumes en fait de vos mains qui viennent effleurer d'autres boutons et activer certaines fonctionnalités, ce qui est un peu dommage. Mais néanmoins, si vous prenez effectivement sur la position traditionnelle, vous n'avez pas cette problématique-là. Ce sera à vous de voir ce qui vous convient le mieux. À savoir que les aides à la conduite, là où vous retrouvez exactement la même chose que chez les autres constructeurs, l'avantage c'est qu'ici la marque a pensé en tout cas à désengager très rapidement les aides à la conduite. Alors ce n'est pas un bouton unique qui désactive tout d'un coup, mais en revanche c'est un bouton de raccourci vers tous les équipements à désactiver, tac tac tac, et à partir de là c'est fait. Donc c'est assez intuitif, c'est assez rapide, c'est bien pensé, ça va vous soulager en tout cas. Et si jamais vous ne pensez pas à le faire, en tout cas vous avez un raccourci pour désactiver l'alerte de vitesse dépassée qui est désactivable via une seule pression sur l'écran tactile du GPS. Au niveau de la consommation, donc comme je l'ai dit précédemment, vous êtes sur une motorisation hybride rechargeable, donc essence électrique. Là, si je regarde les chiffres en sachant que j'ai roulé donc plusieurs heures, surtout sur des petites routes et de la voie rapide, je cumule à l'heure actuelle, en tout cas, une consommation essence moyenne de 2,6 litres au 100. Vous allez me dire, c'est génialissime, oui, mais j'ai surtout consommé en fait l'électricité qui est stockée dans la batterie. Et à cet effet, après 114 km parcourus, il me reste 2% sur cette batterie-là, pour une consommation moyenne de 18,03 kWh. Si vous prenez ces chiffres séparément, vous allez vous dire, d'un côté c'est très bien, de l'autre côté c'est oui sans plus. Si en revanche vous les cumulez, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas si mal que ça dans la réalité. Dans le sens où la consommation moyenne électrique vous permettra en tout cas d'aller chercher quand même un bon nombre de kilomètres en full électrique à bord de cette Audi Q3. La marque, elle annonce en tout cas une capacité pouvant aller jusqu'à 100 ou 120 km en full électrique, ce qui est déjà très impressionnant, puisque là, pour le coup, vous allez vous affranchir en fait de certaines contraintes que l'on pouvait avoir auparavant sur du full électrique, sur des motorisations hybrides rechargeables. Ce qu'il faut aussi savoir par rapport à ça, c'est que la puissance de recharge, du coup, elle est limitée à 50 kW sur ce SUV hybride rechargeable. Et de mémoire, il est donc possible de recharger sur une borne rapide l'intégralité de la batterie en 26 minutes. Ce qui reste plutôt correct, étant donné que c'est un véhicule à vocation urbaine. Donc, on peut partir du principe que vous allez surtout recharger en fait sur des endroits au moment d'aller faire vos courses ou autres. Cependant, tous les
centres commerciaux où tous les points d'intérêt comme ça ne sont pas équipés de bornes de recharge ultra rapide. Vous avez donc de la recharge classique en 11 ou 22 kW. Et là, on est sur à minima 2 heures, je crois, je vous afficherai les chiffres à l'écran, de recharge pour l'intégralité de la batterie. Au niveau du volume de réservoir, là, je note qu'avec la batterie qui est quasi vide, il me reste 510 km d'autonomie en essence. Je vous afficherai également la valeur du réservoir pour souligner le fait qu'en cumulé, vous pouvez au moins envisager 650 km cumulés d'autonomie sur ce type de véhicule. Dans 5 km. On va y arriver, mais j'en profite quand même pour finir avec 2-3 détails supplémentaires. Le premier, c'est que le fonctionnement de la boîte de vitesse, il est imperceptible. Parfait, rien à redire, il n'y a pas d'à-coup. Ça se passe bien, elle est plutôt bien étagée, même si elle a tendance à passer assez rapidement les rapports quand vous êtes sur le thermique. Là où c'est intéressant et même impressionnant, c'est la bascule entre le thermique et l'électrique qui se fait vraiment sans transition. Vous n'avez pas d'à-coup en fait qui est généré par rapport à ça. Donc c'est un réel plus. Finalement, la seule chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y ait eu un basculement, c'est d'entendre du coup le moteur thermique en fait s'enclencher et fonctionner par la suite. L'autre point, c'est que vous avez la possibilité aussi de faire quelques réglages sur le mode de fonctionnement du véhicule. Primo, sur le comportement routier du véhicule, à savoir la fermeté de la direction, la fermeté de la suspension, si le moteur doit être plus réactif et plus dynamique, et aller chercher du coup plus dans les tours ou pas, et la possibilité en fait de composer ça aussi comme vous voulez à la carte. L'autre point aussi sur lequel vous pouvez agir au niveau du comportement du véhicule, c'est éventuellement de lui dire aussi je te force en fait à passer uniquement en mode électrique, histoire de faire que du full électrique par exemple en ville, ou lorsque vous êtes dans une zone en tout cas qui ne prône que les véhicules 100% électriques. Vous avez la possibilité de leur désactiver par la suite, mais ça reste aussi quelque chose à garder, à prendre en considération aussi au moment de l'utilisation. Et enfin, j'en reviens aussi sur les aides à la conduite. L'alerte de franchissement de ligne, pour le coup, il est assez doux. C'est très léger. Vous pouvez rectifier sans avoir l'impression de batailler. Et vous n'avez pas l'impression non plus en fait, que le véhicule est en train de vous braquer ou de vous forcer la main impérativement. Donc ça reste aussi un point intéressant par rapport à ça. Et enfin, j'ajoute aussi que l'infotainment, il profite en tout cas à la fois d'une belle interface, mais aussi d'une belle fluidité. Ce qui fait que au moment où vous le sollicitez, vous n'avez pas des à-coups, vous n'avez pas en fait des choses qui demandent un tout petit peu de temps à charger. Là, ça reste en tout cas très confortable, très agréable à utiliser. On retrouve en tout cas la patte d'Audi sur ce type d'équipement, puisque ça faisait partie en tout cas des belles choses. Bon, vous l'aurez compris, les conditions météo sont pas en rendez-vous. Il n'a pas arrêté de flotter. La nuit qui tombe très rapidement, c'était pas forcément un essai très simple, mais on peut au moins tirer une première conclusion par rapport à ce nouvel Audi Q3, notamment sur la version PHEV que j'ai essayé toute la journée d'hier. Point positif, l'autonomie en full électrique. Annoncé pour 120 km, on est plus aux alentours d'une centaine de kilomètres en réel, ce qui reste un très bon score, en tout cas, notamment par rapport à ce que la concurrence peut proposer. Il n'y a que Mercedes, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, qui peut se vanter de faire aussi bien. Mais en tout cas, ça reste une très belle performance. Les consommations qui restent plutôt maîtrisées aussi vont dans ce sens d'ailleurs. Deuxième point positif, les tarifs aussi. La marque a essayé en tout cas de rendre ce nouvel Audi Q3 beaucoup plus accessible. Alors ce qui peut soulever quelques interrogations sur le positionnement premium, mais en tout cas ils ont essayé de se démarquer par rapport à la concurrence. Je vous rafficherai du coup tous les tarifs à l'écran au moment où je parle. Troisième point positif, vous avez quand même un très bon niveau de confort au quotidien pour rouler, à la fois au niveau confort acoustique comme confort sur la route, grâce à la suspension adaptative qui fait des miracles. Autre point positif aussi,
la banquette coulissante qui, mine de rien, peut apporter un réel plus au niveau du volume de chargement. Néanmoins, je mets un bémol sur le volume de chargement en contrepartie, étant donné que son volume est un peu plus faible du fait du PHEV, mais en même temps par rapport à la concurrence qui, elle, peut se targuer d'offrir à peu près 60 à 70 litres de capacité de chargement en plus à minima. Ce qui n'est pas rien si vous voulez partir, en tout cas avec la famille et des bagages. L'autre point, on va dire, à nuancer aussi, le feeling de la pédale de frein, mais uniquement sur cette version PHEV. Tout à l'heure, je vais tester une version TFSI 150 chevaux qui est micro-hybridée. Normalement, je ne devrais pas rencontrer cette problématique-là. Mais en tout cas, sachez que sur cette version PHEV, il faudra anticiper plus ou moins quand même une partie de vos freinages. Essayez d'utiliser en tout cas la régénération pour atténuer, on va dire, l'effet de vitesse. Autre point qui est à voir aussi, on va dire le style qui peut être clivant par rapport à ce que la marque propose actuellement. Là où j'avais quand même une nette préférence, si vous voulez, pour les précédentes générations qui étaient un peu plus posées, un peu plus premium. Ici, c'est beaucoup plus nuancé, on va dire. Le parti pris, il est assez fort. Donc on aime ou on n'aime pas, c'est à vous de juger. Moi, pour ma part, perso, je reste plus ancré sur les précédentes générations. Au final, ce qu'il faudra retenir sur cette version PHEV de l'Audi Q3, c'est que ça reste quand même une bonne proposition dans l'ensemble. Néanmoins, par rapport à ce que la concurrence peut proposer, il faudra se poser les bonnes questions sur l'utilisation réelle de ce véhicule-là. Si c'est vraiment pour faire de très longs trajets avec la famille, peut-être que ce sera un peu juste. Si en revanche c'est pour une utilisation urbaine avant tout, avec un bon nombre d'enfants ou un bon nombre de passagers, ça devrait convenir sans problème en tout cas à votre usage quotidien. Je vous laisse, je vais aller essayer la version TFSI, je vous proposerai d'ailleurs un article papier sur celui-ci parce que j'aurai pas forcément le temps de faire une vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi, je vous remercie de votre indulgence, je vous remercie de votre soutien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un autre essai. Ciao.